Bon, pour simplifier les choses, là, si j'ai une force qui est variable, je vais partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire que on sait que le travail pour une force constante. Donc là, pour simplifier les choses, là, je vais prendre une force, je vais prendre un déplacement qui est seulement en x. Si mon déplacement est seulement en x, qu'est-ce qui arrive si je fais mon produit scalaire? Ben, ce qui va me rester ici, c'est simplement fx, delta x. Donc le produit fx fois delta x, donc pour bien comprendre qu'est-ce que ça implique, bien, si je trace le graphique de la force appliquée sur mon objet en fonction de la position où se trouve l'objet, bien, une force constante, c'est un plateau. Maintenant, si je regarde le travail effectué entre, ce qui m'intéresse, c'est le déplacement, là. Donc, disons que xi est ici, xf est là. C'est un principe qu'on avait déjà vu là, quand on parlait de vitesse et d'accélération. Quand je fais fx fois delta x, en fait, ce que je calcule, c'est carrément l'aire sous la courbe. Ben, l'aire sous la courbe correspond au travail. Puis c'est là que vous voyez, la force pourrait être négative, puis je pourrais avoir un travail négatif aussi. Là. Maintenant, si ma force est variable, mais le travail va se calculer, bien, graphiquement, ça se calcule de la même façon, c'est l'aire sous la courbe. Là, je vous écris la formule, mais ce qu'il faudrait faire normalement, ça, écoutez, je vous l'écris, puis vous allez apprendre qu'est-ce que ça veut dire à la session d'hiver, mais en gros, ce qu'on a, c'est l'intégrale de la fonction force de x dx. Je ne veux pas qu'on fasse de calcul intégral, mais au niveau de l'allure de la courbe, maintenant, j'ai une force qui est variable. Donnez-y l'allure que vous voulez. Peu importe c'est quoi la fonction en question. Si je connais la position initiale et la position finale, puis que je suis intéressé à calculer le travail, ben, par principe, là, le travail, c'est l'aire sous la courbe. Donc, je vais avoir un travail qui est positif dans la première partie, puis négatif dans l'autre partie. Donc, le travail, on va dire le travail total là, pour ce déplacement-là, ben, c'est W1 plus W2. Okay? Donc, ça reste que c'est l'aire sous la courbe. Donc là, c'est sûr que vous, la force pourrait être définie par segment droit là, des lignes brisées. Donc, si vous savez calculer l'aire d'un rectangle ou d'un triangle, ben, comme pour le chapitre 3, là, vous allez pouvoir trouver le travail d'une force variable. Bon, quand on parle de force variable, un dispositif qui revient souvent, c'est le ressort. Donc, le ressort, vous rappelez peut-être, je ne sais pas. Donc, le ressort, sa particularité, comme on a vu au chapitre 5, c'est que on a une force de rappel qui est exercée tout dépendamment si le ressort est comprimé ou étiré. Mais cette force de rappel-là est toujours opposée au déplacement. Okay? Donc, en prenant la longueur naturelle du ressort comme étant de la position 0, donc là, il n'est ni étiré ni comprimé, donc j'aurais le vecteur x qui correspondrait ici au déplacement en fonction de la position 0. Bien, si mon déplacement se fait vers la droite, la force est vers la gauche, et si le déplacement est vers la gauche, le ressort pousse, ma force est vers la droite. Donc, on avait vu que la force de rappel est égale à moins kx. Puis là, il ne faut pas se mêler. Hein, parce que le k dans cette équation-là, c'est pas l'énergie cinétique. C'est un k minuscule. C'est la constante de rappel. Et ça, c'est tout simplement une constante qui me donne la rigidité du ressort. Donc, plus k est grand, plus le ressort est rigide. Plus k est petit, bien, plus la constante, plus la rigidité est faible. Donc, à ne pas mélanger avec l'énergie cinétique. OK? Donc, c'est pas parce qu'il y a un K dans la formule que c'est nécessairement énergie cinétique. Attention à ça. Il faut faire attention. Là, même moi, des fois, je l'oublie quand je l'écris. Mais dans la force de rappel, le K doit être minuscule. Un petit rappel, l'unité de la constante de rappel, c'est les newtons par mètre. OK. Maintenant, pour ce qui est de la force de rappel, ben, si on prend cette équation-là, donc moins kx, donc en termes de direction de force, là, ben, donc si je fais un graphique de la force de rappel en fonction de la position, ben avec le signe
Ce qu'on remarque, c'est que quand x est positif, f est négatif, et quand x est négatif, f est positif. Donc, puis en plus, c'est linéaire, donc le graphique ressemblerait à ça. Okay? Puis la pente représenterait la constante de rappel. Donc, plus la pente est élevée, plus la constante de rappel est grande, et vice-versa. Si je veux avoir le travail, donc le travail de mon ressort entre une position initiale et une position finale, puis là, tu sais, la position initiale et finale, je peux la prendre n'importe où, là. Donc, disons que je prends XI et XF à ces positions-là, ben, mon travail correspond à l'aire sous la courbe. Donc, je peux juste faire le lien, là. Donc, si je relie les valeurs correspondantes pour la force, maintenant, je peux calculer l'aire sous la courbe. Et donc, c'est un trapèze. Donc, le trapèze, je vais prendre petite base plus grande base. Donc, mes bases ont des valeurs négatives ici. Donc, petite base plus grande base divisé en 2 fois la hauteur. Donc, la hauteur correspond à XF moins XI. Donc, je mets un moins K sur 2 en évidence. Puis là, ben, si je fais mon produit, si je multiplie là, les deux parenthèses, je vais retrouver ceci. Donc, les termes croisés vont s'annuler. Hein? Je vais avoir un XI fois XF moins XF fois XI. Donc, en gros, je vais retrouver XF carré moins XI carré. Donc, voilà l'équation qu'on utilise pour le travail du ressort. Donc, XI et XF peuvent être n'importe quoi. Ça peut être un XI négatif, un XF négatif. Ça n'a pas d'importance. Le travail du ressort, c'est 1 demi KXI carré moins 1 demi KXF carré. Okay? Donc, il n'est pas obligé de refaire cette démarche-là à chaque fois. C'était juste pour comprendre d'où venait l'équation. Donc, vous pouvez prendre cette équation-là directement. Mais remarquez que pour retrouver l'expression, ce qu'on a fait, c'est simplement appliquer l'aire sous la courbe d'une force variable. On a un petit problème avec un ressort. La situation est la suivante. J'ai un ressort. Donc, c'est un ressort de compression qui a une longueur naturelle. Puis, ce que je peux faire, c'est le comprimer. Comprime. Puis là, ben, évidemment, si je laisse les choses aller, il va prendre sa position. Okay? Donc, mon ressort a une longueur naturelle, L. Donc, mon ressort, il n'est ni étiré ni comprimé. Là, je vais prendre une masse, puis je vais juste l'accoter sur le ressort, puis je vais pousser sur le ressort. Donc, je vais comprimer le ressort. Je vais le comprimer sur une certaine distance que je vais nommer X. Donc, le ressort va agir comme un lanceur. Donc, une fois qu'il est comprimé, je peux avoir un dispositif qui le bloque en place. Puis là, quand j'appuie sur une clenche, par exemple, paf, le ressort reprend sa longueur naturelle. Mais ce qui va arriver, c'est que le ressort va faire un travail sur la masse. Donc, il va l'accélérer. La masse va acquérir une vitesse. Puis, cette vitesse-là va faire en sorte qu'on aura un mouvement de chute libre. Donc, la masse va monter, atteindre une position maximale, puis elle va descendre par après. Donc, ma question, je veux savoir, moi, jusqu'à quelle hauteur la masse va monter avant de redescendre. Donc, je veux connaître, puis la hauteur, on pourrait définir la hauteur, disons, par rapport, on va dire par rapport à la longueur naturelle. Donc, je chercherais la hauteur atteinte par la masse par rapport à la position qui correspond à la longueur naturelle du ressort. Donc, dans ce problème-là, la constante de rappel du ressort, allons-y avec 1500 newtons par mètre, une masse de 2 kg, je ne sais pas ce que ça va donner, puis une compression initiale, donc X, de 50 cm. Donc, c'est un gros ressort, là. Comprimé de 50 cm, paf. Donc, pour résoudre ce problème-là, on prend le théorème d'énergie cinétique, encore une fois. Delta K égale à travail net. Et là, ben, on y réfléchit. Donc, le travail net, qu'est-ce que je vais avoir comme travail net? C'est sûr que, comme d'habitude, le travail net, c'est le travail, c'est la somme du travail de chacune des forces qui entrent en ligne de compte ici. La masse, c'est sûr qu'elle est soumise à la gravité. Hein? Donc, peu importe où je me trouve, la force de gravité tire vers le bas. Donc, j'ai une force de gravité, tout le temps, elle est constante. Puis, je vais avoir, si j'ai un ressort, là, j'ai une force de rappel aussi. Mais la force de rappel, c'est une force variable. Donc, ce qui est sûr, j'ai deux types de forces, gravité et ressort. Donc, je vais avoir deux travails différents, le travail de gravité plus le travail du ressort. Je vais devoir calculer individuellement ces deux travails-là.
Delta K, mais ça ne change pas, c'est toujours KF moins KI. Donc, pensons-y. C'est des termes qu'on peut éliminer ici? Oui. Premièrement, dans ma question, au départ, la masse, j'ai comprimé le ressort. Je disais qu'il y avait un dispositif qui permettait de maintenir en place la masse. Puis quand j'appuie sur une planche, ça part. Mais au début, là, la masse, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de vitesse. Donc, si la vitesse est nulle au départ, K égale à 0 au départ. Puis si je cherche à quelle hauteur on se rend, il faut comprendre, encore une fois, comme d'habitude, que la hauteur maximale est atteinte quand la vitesse en Y est nulle. Donc, KF est égal à 0 aussi. Donc, delta K est nul parce que KI et KF valent 0. Donc, il me reste à trouver une expression pour le travail de la gravité puis le travail du ressort. Alors, la force de gravité est vers le bas. La gravité est appliquée tout au long du déplacement. Ça veut dire que ce que je dois déterminer, c'est le déplacement de mon objet. Donc, l'objet part d'ici, puis arrive là. Donc, mon déplacement, on peut dire delta Y dans ce cas-ci, c'est le vecteur qui correspond à tout ça. Donc, le travail de la gravité, n'oubliez pas que c'est le produit scalaire entre F, G et delta S. Donc, c'est FG delta S cos de l'angle entre delta Y et FG. Mais là, ici, j'ai FG, j'ai delta Y. L'angle, c'est 180 degrés. Donc, ça ici, ça vaut moins 1. Donc, mon travail pour la gravité, FG vaut mg. Delta S, la grandeur de delta S, c'est h plus x. Okay? Donc, h et x sont des valeurs qui sont définies positives ici. H plus x, c'est mon delta S. Puis, j'ai mon cos de θ qui vaut moins 1. Donc, moins mg, h plus x. Maintenant, le ressort. Donc, pour le ressort, on ne peut pas utiliser cette formule-là, parce que cette formule-là est développée pour une force constante. Il faut utiliser absolument l'équation qu'on a trouvée dans la théorie là, en faisant l'air sur la courbe. Donc, le travail du ressort, c'est toujours cette formule-là. Donc, 1,5 kxi carré moins 1,5 kxf carré. Donc, pour y arriver, on doit se questionner à savoir, c'est quoi le xi, c'est quoi le xf? Donc, le xi, mon xi initial pour mon ressort, c'est x. Donc, je pourrais remplacer xi par x. Je comprime le ressort de x. Puis là, regardez, ce qui n'est pas pire là-dedans, c'est que je prenne un ressort qui est comprimé ou étiré, que je mette x ou moins x ici, et vu que c'est au carré, ça n'a pas d'importance. Okay? Donc, le moins disparaît. Donc, je vais mettre x à la place de xi. Puis xf, quand est-ce que le ressort finit de faire son travail? C'est au moment où la masse va quitter le ressort. Donc, la masse va quitter le ressort juste ici, okay? À la longueur naturelle. Donc, xf correspondrait à 0. XF, le ressort, il n'est ni étiré ni comprimé. Son étirement est nul. Donc, XF vaut 0. Voilà. Donc, si je mets ça ensemble, je me retrouve avec ça. Donc, 0, le delta K, égale au travail de la gravité plus le travail du ressort. Donc, dans le but de trouver ici la valeur de H, ce qu'il me reste à faire, c'est isoler mon H. Okay, donc, j'ai distribué le mg, je vais mettre le H de l'autre côté, puis je vais diviser par mg. Donc, ça ressemble à ça comme équation. Donc, numériquement, je remplace par toutes ces valeurs-là. Donc, ça me donnerait 9,6 mètres. C'est vraiment intense. Moins 0,5 mètres. Donc, comme hauteur, là, dans ces conditions-là, je devrais atteindre une hauteur de 9,1 mètres au-dessus de la longueur naturelle du ressort. OK, continuons avec la puissance maintenant.